Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et Maya, termination. Bonjour Maya. Bonjour. Alors Maya, c'est la section Viso à Vive. Et donc aujourd'hui, Maya, vous avez un agacement à nous partager, lequel ? Oui, Lise, écoutez, en ce moment, on parle beaucoup de géopolitique, en famille ou entre amis. Alors, l'État d'Israël va-t-il occuper la bande de Gaza ? Quelle évolution de la guerre en Ukraine ? Va-t-il y avoir une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan ? Ce sont des sujets fondamentaux, ça c'est bien, c'est sûr. C'est évident, oui. Mais voilà, je dois vous avouer, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces apprentis sorciers de la sécurité et de la diplomatie. Vous savez, vous avez toujours ce vieux cousin qui était sur Internet le vendredi matin et qui vous explique, pendant le repas de Shabbat, que lui, il sait ce qui va se passer. À chaque fois, je me dis, mais si toi, par hasard, tu as deviné grâce à Google quelle va être la riposte d'Israël à la énième attaque des Houthis, est-ce que tu crois pas que les Houthis le savent déjà depuis longtemps et que du coup, c'est relativement caduc comme information ? Donc, j'ai décidé de donner la parole à une de celles et ceux qui sont vraiment capables, dans ce genre de contexte, de donner un avis éclairé. Bravo, très bonne idée. Et alors, émission Viso oblige, nous allons en discuter avec une perspective féminine. Et c'est pour ça que nous recevons aujourd'hui Léa Landman. Bonjour Maya. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Alors Léa, vous êtes une experte, une vraie experte, en diplomatie et géopolitique. Et vous intervenez d'ailleurs souvent sur Radio J et sur de nombreux médias. Vous avez notamment été directrice de recherche à l'université Reichmann, donc à Tel Aviv, ou à Herzliya. Et vous avez présidé la branche israélienne de Women in International Security, une association qui milite pour l'intégration des femmes dans la diplomatie et la défense. Et je crois que Léa aussi écrit les textes pour les interventions le vendredi au Trocadéro avec la Viso. Et avec Maya. Et avec Maya, voilà. Non, mais c'est important de le dire, parce que ces textes sont importants et porteurs. Tout à fait. Et on vous en remercie. Merci, c'est vraiment une équipe. Hein. Oui. On va le dire. Alors Léa, défense, diplomatie, sécurité, ce sont des domaines, en tout cas traditionnellement, ou alors dans l'imaginaire collectif en tout cas, qui sont relativement masculins. Et alors je vais mettre les pieds dans le plat dès le début. Est-ce que votre milieu professionnel est machiste ? Et comment fait-on pour s'affirmer dans ce type d'environnement ? Alors, la première partie de la question, oui, c'est un milieu machiste, c'est évident. Après, je pense qu'il y a vraiment des différences entre Israël, où j'ai fait ma carrière, et d'autres pays. Je vais parler de mon expérience en Israël. Et en Israël, c'est un peu particulier, parce qu'en Israël, c'est une question de fonction, de titre. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, j'étais directrice adjointe de la conférence d'Herzliya. C'était une des plus grandes conférences stratégiques à l'époque, 2008, à partir des années 2000. Et quand on avait des invités, on voulait qu'ils soient en fonction. Donc, directeur de cabinet de trucs, directeur des défenses, directeur des affaires étrangères, etc., etc. Il fallait qu'ils aient un titre. Il fallait qu'ils aient un titre. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont on percevait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a aussi une question d'expertise, etc. Mais à l'époque, on voulait des titres. Et donc, quand on est en Israël et qu'on cherche des titres, ce ne sont que des hommes, pratiquement. Donc oui, le milieu est machiste dans le sens où il y a beaucoup plus d'hommes. Je vous raconte une anecdote. À partir de 2007 à peu près, il y avait quand même plusieurs organisations féministes qui appelaient qui faisaient une liste en fait des conférences stratégiques en Israël, qui faisaient une liste de femmes qui pourraient intervenir. Et je me rappelle qu'au début, c'était les directeurs de la conférence étaient perplexes, ils comprenaient pas ce qu'on voulait de leur vie en fait. Vraiment, ils ne comprenaient pas. Et en fait, peu à peu, ça a commencé à être intégré. Et un jour, je dis, je veux faire intervenir plus de femmes. Donc, on m'a donné un petit prix. C'était quoi le petit prix ? On avait, lors d'une conférence, je ne me rappelle plus quelle année, peut-être 2008, 2007, 2008, 2009 peut-être, beaucoup de femmes. On avait une ministre des Affaires étrangères, une ministre de la Défense européenne. Et donc, au lieu de les mettre dans des panels qui discutaient de géopolitique et de diplomatie, comme ça aurait dû l'être, bien sûr, on m'a dit « Ok, pas de problème, tu vas modérer le panel de femmes dans la diplomatie. » Maintenant, il y avait à peu près 40 personnes dans la salle, parce qu'il faut l'avouer, c'est pas un sujet ni hyper important,
Enfin, en tout cas, pas quand c'est dans le débat public comme ça, pas lors d'une conférence. Ce que moi, j'aurais voulu avoir, ce sont ces femmes dans les panels dont on parlait, des choses importantes. C'est pas que le sujet n'est pas important, mais quand on met des femmes aussi importantes et aussi intelligentes ensemble, c'est sympa, mais la voix n'est pas portée. Oui, et puis finalement, c'est un peu une essentialisation. Elles sont réunies dans ce panel que vous décrivez parce qu'elles sont femmes et pas parce qu'elles ont une expertise sur une zone. Bien sûr. En revanche, j'ai jamais entendu ce que j'ai entendu en Angleterre quand même. Mon premier job en Angleterre, c'était dans une boîte qui faisait de l'analyse en défense et du conseil en défense. Et il y avait un petit jeune qui m'a quand même expliqué que franchement, les femmes, elles pouvaient pas faire ni de la défense, elles y comprenaient rien. Mais ça, je l'ai jamais entendu en Israël. En Israël, c'était un peu différent, c'était plus un peu paternaliste. C'est les anciens généraux, c'est différent. Après, je veux quand même dire, il y a aujourd'hui beaucoup plus de femmes dans des positions clés. Oui. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont plus visibles. Et c'est aussi une question de visibilité. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes dans des positions importantes, mais elles n'étaient pas visibles. Donc aujourd'hui, je pense que la situation elle a un peu changé, mais si on regarde juste le gouvernement israélien, il y a 15% de femmes dans le gouvernement, il y a 3 ministres, c'est vraiment... ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu aussi peu de femmes dans un gouvernement. Et qu'est-ce que les femmes peuvent faire ? C'est ce qu'on a essayé de faire à travers la création de WISE, de Women in International Security, c'est-à-dire qu'on s'est dit, quel est le problème des femmes en Israël, les jeunes femmes qui veulent faire carrière dans ce milieu ? Elles n'ont pas le network. Elles n'ont pas les copains de l'armée qui créent un réseau, etc. Donc, on leur a créé un réseau. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être plus intelligente, travailler plus dur, avoir un gros réseau et comprendre que les titres, c'est important. Quand je suis devenue directrice adjointe de la conférence d'Herzliya, c'était pas encore officiel et mon boss, qui était un ancien général que j'aimais beaucoup, qui était très, très progressiste dans ce sens-là, il me dit « Mais Léa, qu'est-ce qu'on s'en fiche des titres ?» Je dis, mais je sais pas, toi, quand on met pas ton titre avant, tu nous fais une crise de nerfs parce qu'il n'y a pas ton titre de général réserve. Le titre, c'est pas politically correct mais c'est hyper important. Bien Donc, sûr. les femmes qui commencent... C'est une reconnaissance, C'est quelque une part, reconnaissance et c'est une porte d'entrée. Donc votre Bien conseil sûr. auprès des femmes, c'est insister pour que le titre figure et pour avoir un titre. Voilà. Et faire et réseau et visibilité. Et quand il y a une table ronde, ne pas se mettre juste à l'angle où personne ne voit et où la voix n'est pas portée, mais se mettre au milieu, là où la place doit être, en fait. Ah oui. On en est là, oui. Oui. Ça fait réfléchir, c'est Ouais. pour ça que j'hésite, oui. Alors, est-ce que, Léa Landman, vous pensez que le genre a une influence dans la façon de faire de la diplomatie ? Autrement dit, pour vous, existe-t-il une façon féminine de penser la sécurité et la politique internationale ? Alors, c'est une grande Et question. c'est lié à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, en fait. Non, mais c'est une question que je me pose depuis quand même maintenant 15 ans. Et j'ai pas une réponse claire. Je sais pas si les femmes font la diplomatie autrement. Ce que je sais, c'est que quand autour d'une table, il y a 15 diplomates ou 15 ministres de la Défense, la voix n'est pas la même. Après, je fais pas de la politique identitaire. Je veux pas qu'on ait une minorité d'ici. Non. Mais les femmes sont 50% de la population. Est-ce qu'elles font ça différemment ? Je sais pas, mais je pense que la voix est différente. Il y avait une résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'appelait la résolution 1325. Et l'idée, c'était d'avoir au moins 50% de femmes dans toutes les prises de décision, parce que c'est une question de prise de décision. Israël a été le premier pays à ratifier. Pas tellement avancé depuis, j'avoue, mais en tout cas a été le premier à ratifier. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du fait qu'il faut avoir plus de femmes autour d'une table de prise de décision. En revanche, je vais vous dire quand même une chose. C'est qu'aujourd'hui, les dernières cohortes du ministère des Affaires étrangères pour les futurs diplomates, il y a une grande majorité de femmes. Et ça, c'est pas des bonnes nouvelles non plus. Parce que dès qu'un métier devient trop féminin, il se paupérise. Okay, donc, effectivement, on doit avoir plus de femmes diplomates, mais on doit surtout voir plus de femmes dans les domaines géopolitiques, de défense, plus hardcore.
Une femme, elle va pas toujours amener une touche féminine, je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est une grande question Dans qui se pose. l'imaginaire populaire, c'est une touche un peu sensible, un peu moins percutante peut-être. Voilà, mais, Voilà. mais moi je pense que si déjà... Mais c'est pas ce que vous pensez, bien sûr. Je sais pas parce que j'ai rencontré tellement de femmes avec un caractère tellement différent. Ce qu'il y Bien a quand sûr. même en commun, quand même, c'est que la plupart des femmes qui étaient autour d'une table de prise de décision devaient jongler beaucoup de choses en parallèle. C'est-à-dire que c'est pas un cliché. Elles devaient gérer la famille et elles devaient gérer le métier et les équipes. Et ça, je pense qu'en fait, c'est là-dessus que ça se joue. C'est-à-dire la capacité de gérer beaucoup d'informations en même temps et de pouvoir diviser les informations. Okay, donc je pense que c'est plus là-dessus que ça se joue. Si je fais le parallèle avec l'entreprise, il y a aussi ces questions en entreprise. Bien sûr. Notamment dans les comités d'administration, mais pas seulement. Et les idées qui circulent, je sais pas vraiment, moi aussi je me demande si c'est avéré ou pas, c'est que les femmes, par exemple, dans les négociations commerciales, sont peut-être moins dans l'agressivité et plus dans la collaboration. Et c'est aussi quelque chose, je me demandais si ça se retrouvait dans le milieu de la diplomatie et de la sécurité. Tzipi Livni en avait parlé. Elle était souvent invitée chez nous à Women in International Security, évidemment, comme la femme quand même la plus haut gradée Dans ce domaine. Dans ce domaine en Israël. Et pour elle, c'était ça. C'était plus une question de collaboration. Elle rentrait autour d'une table et elle regardait avec qui elle pouvait collaborer, pas avec qui elle pouvait se fâcher. Donc oui, peut-être que c'est ça. Après, j'ai du mal à dire si c'est personnel ou pas. Oui. Ce que je sais quand même, c'est que j'ai rencontré des femmes extraordinaires au cours de ma carrière. Et ça, je pense que c'était la clé de beaucoup de choses. Par exemple, pas d'exemple. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, les femmes qui étaient clés, elles ont donné une autre dimension en fait à tout ce parcours. Oui, donc le rôle, en fait, les rôles modèles, finalement, qui permettent d'inspirer d'autres femmes à Ouais, et c'est continuer la là-dedans. seule chose que je peux dire à des jeunes femmes qui veulent rentrer dans ce milieu, c'est trouvez-vous des femmes qui peuvent vous aider. Vous êtes disponible, Léa, Moi, pour je être suis rôle dispo. modèle? Je suis dispo, merci, c'est hyper gentil. Mais ouvrir le network, ouvrir les réseaux, aider à faire un CV, à orienter, ça c'est primordial. Bien sûr. Alors, Léa, depuis plusieurs années, le mouvement féministe est marqué par les théories intersectionnelles. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément le nez dessus toute la journée, en synthèse, si je caricature un petit peu, ça désigne l'idée globale que des personnes peuvent être au carrefour de plusieurs discriminations. Par exemple, en ce qui me concerne, ça serait femmes et juives. Et aussi, on constate, plus inquiétant, une proximité des mouvements féministes de gauche avec les mouvements pro-palestiniens. Alors, je me demandais, en fait, est-ce que ces tendances se vérifiaient au sein des mouvements féministes en Israël ? Oui, mais avec une différence près, c'est que ce qu'on appelle en Europe pro-palestinien n'a pas exactement la même signification En Israël. En Oui. Israël, il n'y aura pas d'alliance de la gauche avec des islamistes, par exemple. Mais globalement, la majorité des mouvements féministes en Israël ont quand même plus tendance à être à gauche de la carte. Pourquoi ? Parce qu'on parle de liberté, d'égalité, de notions qui sont plus à gauche. Il y a des mouvements féministes qui, en Israël, dont la cible positive, c'était par exemple les femmes arabes. Qui sont, à propos d'intersectionnalité, qui sont et femmes, et arabes, et en Israël. Enfin, tout ça devient très compliqué. Mais il n'y aura pas d'alliance, en fait, d'extrême gauche avec des islamistes. On a entendu des histoires qui sont sorties dans la presse, comme quoi des mouvements, mais parce que des mouvements féministes y ont participé, qui ont essayé de cacher, par exemple, lors de manifestations pro-palestiniennes ou quand elles aidaient, par exemple, à protéger des Palestiniens en Cisjordanie, ont caché un peu, par exemple, le harcèlement sexuel des Palestiniens envers ces femmes-là. Ça, c'était une grosse histoire parce qu'en fait, c'était ce qu'on peut un peu voir depuis le 7 octobre avec les mouvements féministes dans le monde, c'est que quand ça arrange pas la thèse. Oui. Mais quand même, pour remettre dans le cadre, c'est très, très rare. Les mouvements féministes en Israël sont gauche, centre-gauche, et leur rôle principal sont vraiment les droits. Après, ce qui est intéressant en Israël, c'est qu'on voit aussi beaucoup de mouvements féministes
qui sont, en fait, ils sont identitaires, plus qu'une question de gauche ou de droite. C'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements féministes parmi les sionistes religieux, parmi les ultra-orthodoxes. Donc, en fait, ça joue pas tellement sur la gauche et la droite, même si, en gros, on peut voir quand même que les mouvements féministes, par nature, par définition, sont plus à gauche. Mais il y a aussi beaucoup de mouvements féministes qui sont, en fait, identitaires. Alors, est-ce que, je sais pas, c'est une question, est-ce que vous avez peut-être rencontré Naomi Ragen, qui est cette écrivaine qui, à la Knesset, pendant longtemps, a essayé de faire reconnaître les droits des femmes orthodoxes? Non, je ne l'ai pas rencontrée, mais l'histoire du féminisme orthodoxe, il est vraiment très intéressant, parce qu'elles n'ont pas été soutenues toujours par les autres mouvements féministes. En fait, ce qui s'est passé à l'intérieur du sionisme orthodoxe, c'est qu'il a laissé en fait les autres mouvements féministes un peu perplexes. Oui. Dans le sens où l'idée n'était pas de changer l'ordre des choses, mais par exemple, vous le savez peut-être, mais certains, la plupart d'ailleurs, des partis religieux orthodoxes n'ont pas de femmes dans leur liste. Ce qui est quand même, laisse à réfléchir dans un pays démocratique, mais il n'y a pas de femmes. Donc certains mouvements féministes orthodoxes ont agi dans ce sens. Mais il y a d'autres figures féministes très impressionnantes, par exemple la fille du Rav Ovadia Yosef, qui est une femme exceptionnelle. Alors, on fait la différence quand même entre orthodoxe et ultra-orthodoxe, parce qu'il y a aussi des mouvements féministes dans les milieux ultra-orthodoxes. Oui, et ces mouvements féministes-là, aussi, on peut voir une sorte de division entre les mouvements qui agissent au niveau politique, c'est-à-dire faire changer la politique, avoir des femmes dans les partis politiques, elles s'en sont... elles se sont bien fait taper dessus quand même. Il y a peut-être 5-6 ans, il y a eu des élections où ces femmes-là ont été très actives, avec une voix très très forte, mais pas assez. En tout cas, pas assez pour faire changer les partis religieux, bien évidemment. Sûr. Et il y a d'autres mouvements féministes qui agissent au sein de la communauté, c'est-à-dire quels sont les droits de ces femmes-là. Une question d'émancipation, vous savez aussi que très souvent, ce sont les femmes ultra-orthodoxes qui travaillent. C'est elles qui portent la maison. Et pourtant, à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire au niveau domestique, la dynamique ne change pas vraiment. Après, le milieu ultra-orthodoxe, il est très, très complexe, il est très différent. On met tout le monde dans le même panier, mais c'est pas vraiment ça. Mais dans l'ensemble, il y a des mouvements ultra-orthodoxes féministes hyper intéressants qui n'ont pas toujours reçu la reconnaissance des autres mouvements féministes parce qu'en fait, elles sont féministes d'une certaine façon. Elles ne demandent pas la liberté totale ou l'égalité des femmes. Elles ne peuvent pas demander l'égalité en étant très orthodoxes. Oui, mais elles veulent montrer quand même... Qu'il y a la question du guet, tout de même. Qui est la question le du vote, guet. oui. Et du guet, il y a des mouvements féministes ultra-orthodoxes qui travaillent autour du guet, évidemment. Mais encore une fois, en Israël... En fait, elles veulent montrer aussi qu'elles sont dotées d'intelligence, de réflexion, et qu'elles respectent la halakha à un niveau très pointu, mais qu'elles sont là. Elles sont phénoménales. Oui. Et elles ont beaucoup de barrières à franchir, ces femmes-là. Beaucoup, oui. Et comme souvent, les femmes israéliennes, elles sont fortes, elles ont leurs opinions, elles parlent, elles écrivent, elles sont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une image très différente de ce qu'on pourrait penser. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, le féminisme en Israël, il est aussi complexe et aussi divers que la population israélienne. Oui. Donc, c'est vrai que c'est important de le spécifier, Maya. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Léa, pour ce tableau des complet ou presque. Ouais, des enjeux féministes en Israël. J'aimerais bien garder quelques instants pour parler de quelques actualités de la Viso. Je vais commencer par ce dont on a parlé au début de l'émission, à savoir tous les vendredis midi 15, place du Trocadéro, pour sensibiliser à la libération des otages. Des otages, malheureusement. Lire les textes de Léa. Deuxième point, le golfe donc l'événement autour du golfe de Fourqueux à la Viso. Donc ça, c'est un événement annuel qui se tient chaque année au mois de juin. Cette année, il aura lieu le 17 juin. Alors, c'est vrai que le discours est un peu le même, mais il reste important. La Viso est un organisme de levée de fonds à destination de la petite enfance et des femmes en Israël.
Du coup, il y a différents événements auxquels vous pouvez participer et cet événement, au même titre que les autres, permettra de lever des fonds pour les crèches de la Viso. Et pour faire des espaces blindés dans ces crèches pour protéger les enfants et leurs animatrices en cas de bombardement. Ça, à chaque fois, il faut le dire, je crois, parce que oui, vous avez ça raison, me paraît important, Maya. Il faut spécifier effectivement, que ça a une beaucoup importance, pour ça. Une acuité particulière. Donc ça, c'est le 17 juin. Toutes les informations sur www.viso.org. J'en viens à mon dernier point, Viso à vivre. Donc c'est la section à laquelle j'appartiens, des femmes actives, jusqu'à à peu près 50-60 ans de la Viso. Et une nouvelle section s'ouvre après Paris-Ouest, Paris-Est. Génial. Voilà, donc avec des conférences. On commencera avec une conférence sur l'histoire moderne d'Israël, d'ailleurs. Voilà. Et donc, si on souhaite rejoindre cette section, parce qu'on est situé à Paris-Est, on va sur viso.org. Oui, les informations se trouvent également sur le site. Voilà. Eh bien, à ne pas rater. Il nous reste 1 minute et demie. La Viso, Léa, ça représente quoi pour vous? Alors, mes enfants étaient dans une crèche de la Viso. Oui, déjà. Est-ce qu'elle avait un abri blindé? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, ça, c'est une très, très bonne question. Oui. Je ne sais pas. C'est pour ça que, voilà. Non, la Viso, pour moi, ça représente le féminisme, les premières organisations féministes en Israël, l'éducation. J'ai été enchantée de voir, en fait, qu'en France, la Viso était si active. Ah oui. Je ne savais pas qu'en France, la Viso était si active Elle s'est il y a 3 ans. Oui. Mais depuis le 7 octobre, on a senti une poussée d'adrénaline et les femmes de la Viso sont montées au créneau comme il se doit et on ne peut que s'en féliciter, Léa. Vraiment. Voilà. Vraiment. Maya, Léa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et quand vous le souhaitez, bien sûr, dans le studio de Radio J. À bientôt, Maya. Merci. Merci.